Travaillant depuis l'âge de 16 ans, n'ayant jamais demandé un centime, j'ai tout de même financé ma propre éducation. J'ai acheté ma première maison seule et j'ai été poursuivi en justice par mes parents pour avoir volé l'avenir de ma sœur. Je m'appelle Amélie, et j'ai 29 ans. Depuis mes 16 ans, j'ai occupé tous les emplois que j'ai pu trouver pour subvenir à mes besoins. J'ai financé mes études universitaires, remboursé mes prêts étudiants, et enfin économisé suffisamment pour un apport sur une petite maison. Cela aurait dû être le moment le plus fier de ma vie lorsque j'ai reçu les clés. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à consulter des documents judiciaires. Mes propres parents me poursuivaient en justice pour 70% de la valeur de ma maison, affirmant que j'avais volé l'avenir de ma sœur Emma. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pendant que je partage comment mon plus grand accomplissement est devenu mon chagrin le plus profond. J'ai grandi dans une famille de 4 personnes dans une banlieue modeste de Lyon. Mon père, Jean, travaillait comme expert en assurance, et ma mère, Claire, était réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire. Il y avait moi et ma sœur Emma, qui avait 8 ans de moins que moi. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à une famille de classe moyenne française typique, mais en privé, l'argent était toujours une source de tension. Notre maison était le théâtre d'arguments constants sur les finances. Les factures s'empilaient sur le comptoir de la cuisine, et les conversations à voix basse sur l'argent s'arrêtaient dès que j'entrais dans la pièce. Malgré des emplois stables, mes parents semblaient toujours vivre d'une paix à l'autre. En y repensant, je me suis rendu compte que beaucoup de cela était dû à une mauvaise gestion financière plutôt qu'à un manque de revenus réels. Ce qui me blessait le plus en tant qu'enfant, c'était la différence évidente dans la manière dont mes parents traitaient Emma et moi. Dès mon plus jeune âge, ils avaient décidé qu'Emma était celle qu'il fallait, l'enfant avec un réel potentiel. Ils disaient des choses comme « Emma a un talent naturel » ou « Emma pourrait vraiment devenir quelqu'un un jour ». En ce qui me concernait, le message était clair, bien que jamais directement énoncé, j'étais ordinaire, moyenne, rien d'exceptionnel dans lequel investir. À l'âge de 14 ans, j'avais intériorisé ce message. J'étais la personne pratique, la responsable. J'ai commencé à aider notre voisine âgée, Madame Dubois, avec les tâches ménagères après l'école. Elle me payait 10 € de l'heure pour aspirer, dépoussiérer et organiser ses médicaments. Ce fut ma première expérience d'indépendance financière. J'ai utilisé cet argent pour acheter des fournitures scolaires, des vêtements, et occasionnellement des plaisirs comme des glaces avec des amis. Mes parents n'ont jamais demandé d'où venaient ces articles, ils semblaient simplement soulagés de ne pas avoir à les fournir. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai postulé pour mon premier vrai emploi à la pâtisserie Douceur, à 6 pâtés de maison de chez nous. J'y allais directement après l'école, travaillais jusqu'à la fermeture à 19h30, puis rentrais pour commencer mes devoirs. La propriétaire, Diane, était une femme gentille qui est rapidement devenue ma mentor. Elle m'a appris non seulement la pâtisserie, mais aussi le service client, la gestion des stocks et l'importance d'économiser de l'argent. Le jour où j'ai reçu ma première paie fut à la fois exaltant et décevant. J'avais prévu d'ouvrir un compte d'épargne, rêvant d'université et d'indépendance. Au lieu de cela, mon père m'a installé à la table de la cuisine. Maintenant que tu gagnes de l'argent, tu dois contribuer au foyer, a-t-il dit en me tendant une calculatrice. 30% de tes revenus doivent venir à nous pour le loyer, la nourriture et les charges. J'ai regardé mon père avec incrédulité. Mais papa, j'ai seulement 16 ans. Je pensais que je devrais économiser pour l'université. L'université, ma mère a ri de l'encadrement de la porte. Amélie, sois réaliste. Avec tes notes, tu ferais mieux d'apprendre un métier. D'ailleurs, Emma aura besoin d'un fonds pour l'université. Elle a un réel avenir devant elle. Cette règle des 30% est restée en place pendant toutes mes années de lycée. Je n'ai jamais manqué un paiement, même en voyant ma sœur recevoir cadeau après cadeau. Emma prenait des leçons de piano à 200 € par mois. Elle faisait de la danse classique 3 fois par semaine. Sa chambre a été redécorée avec de beaux meubles, tandis que j'avais toujours le même lit de mon enfance. Ma routine est devenue éprouvante mais prévisible, école de 8h à 15h, travail de 15h30 à 19h30, devoir jusqu'à minuit ou plus tard. Les week-ends signifiaient des doubles vacations à la pâtisserie. Les vacances d'été étaient consacrées au travail à temps plein plutôt qu'à profiter de la liberté de l'adolescence. Les rares occasions où j'achetais quelque chose de nouveau pour moi étaient accueillies par des jugements.
Encore une nouvelle chemise, disait ma mère. Amélie, tu sais, tu devrais être plus responsable avec ton argent. Cela venait de la femme qui venait de dépenser 300 € pour un costume de danse spécial pour Emma. En troisième, j'ai pris un deuxième emploi le week-end à la bibliothèque municipale. J'avais dit à mes parents que c'était pour de l'argent de poche supplémentaire, mais en réalité, je constituais un fonds secret pour l'université. Le travail à la bibliothèque payait moins que la pâtisserie, mais offrait quelque chose de plus précieux, des heures calmes pour étudier pendant les périodes creuses. Mes notes ont commencé à s'améliorer de manière significative. Madame Dubois, qui était devenue une sorte de figure de grand-mère pour moi, a remarqué mon épuisement un jour alors que j'allais l'aider. « Amélie, ma chère, tu te démènes comme une folle », a-t-elle dit en me servant une tasse de chocolat chaud. « Pourquoi économises-tu au point de faire autant de sacrifices ?» Quand je lui ai expliqué ma situation, les larmes lui sont montées aux yeux. « Tes parents devraient soutenir tes rêves, pas l'inverse », a-t-elle dit. Elle a commencé à me payer plus, insistant pour que je le mette directement dans mon fonds universitaire. En terminale, j'avais maintenu une moyenne de 3,8 malgré mon emploi du temps chargé et avais économisé près de 8 000 € pour l'université. Mon conseiller d'orientation m'a aidé à postuler pour des bourses et une aide financière, croyant en moi alors que ma propre famille ne le faisait pas. Lorsque les lettres d'acceptation ont commencé à arriver, mes parents semblaient plus agacés qu'enorgueillis. « L'université coûte cher », a averti mon père. « Ne viens pas pleurer auprès de nous quand tu ne pourras pas te le permettre. » Je les ai assurés que je ne le ferais pas. Après tout, je ne l'avais jamais fait auparavant. Lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'université d'État avec une bourse académique partielle, j'ai ressenti un mélange de fierté et de terreur. La bourse couvrirait environ 60% de mes frais de scolarité, mais il restait 40% plus les frais de logement et de repas qui devaient être payés d'une manière ou d'une autre. Mes 8 000 € soigneusement économisés couvriraient à peine mes dépenses de première année. La réaction de mes parents à mon acceptation à l'université fut au mieux tiède. Un soir, à table, j'ai partagé avec enthousiasme la nouvelle, espérant au moins une reconnaissance de mon exploit. L'université d'État. C'est cher pour ce que c'est, a commenté mon père, levant à peine les yeux de son assiette. Tu sais, nous ne pouvons pas t'aider avec ça. Je ne demande pas d'aide, ai-je répondu. J'ai ma bourse et mes économies. Je me débrouillerai pour le reste. Ma mère a soupiré dramatiquement. Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'y aller du tout. Tu as un travail tout à fait correct à la pâtisserie. Diane te ferait probablement directrice adjointe si tu restais. Parce que je veux plus que cela, maman. Je veux une carrière, pas juste un emploi. Et qu'en est-il de ta contribution à ce foyer, a exigé mon père. Comment sommes-nous censés compenser ce manque? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il comptait sur mes revenus depuis bien plus longtemps que je ne l'avais compris. Les 30% que je payais ne servaient pas à m'apprendre la responsabilité, ils servaient à compléter leur budget afin qu'ils puissent se permettre les activités d'Emma. Je n'étais pas une fille guidée vers l'indépendance, j'étais une source de revenus. Je suis désolé, mais je vais à l'université, ai-je dit fermement, surprise par ma propre détermination. J'ai travaillé pour cette opportunité, et je la saisis. Les semaines avant mon départ de la maison ont été remplies d'indifférence et de commentaires passifs-agressifs. Mes parents agissaient comme si j'abandonnais la famille plutôt que de poursuivre mes études. Seule Emma semblait sincèrement heureuse pour moi, bien qu'à 11 ans, elle ne comprenait pas entièrement l'attention. Le jour de l'emménagement au dortoir fut une expérience solitaire. Mes parents ont prétendu ne pas pouvoir prendre de congé pour me conduire, alors j'ai emballé ce que j'ai pu dans des valises et j'ai pris le bus pour le campus. Ma colocataire, Jennifer, est arrivée avec toute sa famille, qui l'a aidé à installer son côté de la chambre avec une literie coordonnée, des coussins décoratifs et des photos de famille. J'ai déballé mes draps d'occasion et ma seule photo encadrée d'Emma et moi en silence. Cette première nuit au dortoir, en écoutant Jennifer parler au téléphone avec ses parents de combien elle leur manquait déjà, j'ai pleuré en silence dans mon oreiller. Non pas parce que ma famille me manquait, mais parce que je réalisais à quel point ma relation avec eux était vraiment anormale. La réalité financière de l'université m'a frappé vite et fort. Même avec ma bourse, les coûts étaient écrasantes. J'ai trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant près du campus dès la première semaine. Les heures étaient brutales, de 17h à 23h en semaine, ce qui signifiait que j'allais directement des cours au travail, puis je rentrais pour étudier jusqu'aux premières heures du matin.
Les week-ends, c'était des doubles vacations, me laissant souvent trop épuisé pour socialiser avec d'autres étudiants. Pendant ma deuxième année, j'ai ajouté un deuxième emploi en tant qu'assistante d'enseignement pour un cours d'introduction au commerce. La paie était minime, mais cela faisait bien sur mon CV et me donnait une expérience précieuse. Entre les deux emplois, j'ai réussi à couvrir mes dépenses sans contracter de prêts étudiants excessifs, bien que j'ai toujours dû emprunter environ 10 000 € par an. Ma petite chambre de dortoir est devenue mon sanctuaire et ma prison. La lampe de bureau brûlait jusqu'à 3 ou 4 heures du matin pendant que je me débattais pour suivre les devoirs après des journées exténuantes. Les nouilles instantanées sont devenues ma principale source de nourriture, non pas pour le cliché de l'étudiant fauché, mais parce qu'elles coûtaient moins d'1 € par repas. Je suivais chaque centime dans une feuille de calcul budgétaire méticuleuse, calculant exactement combien d'heures je devais travailler chaque semaine pour rester à flot. Jennifer a finalement déménagé, affirmant que mes études tardives et mes alarmes matinales perturbaient son sommeil. Elle a été remplacée par Jessica, une étudiante boursière qui travaillait également à temps partiel. Jessica comprenait ma situation d'une manière que Jennifer n'aurait jamais pu, et nous sommes rapidement devenus amis. Mes parents aident quand ils le peuvent, mais il y a 5 enfants dans ma famille, a-t-elle expliqué une nuit alors que nous étudions toutes deux tard. Je suis la première à aller à l'université, alors je suis un peu l'expérience. Au moins, ils te soutiennent émotionnellement, ai-je dit, sans vouloir paraître amère, mais en échouant. Jessica me regarda pensivement. Ta situation familiale semble vraiment toxique, Amélie. As-tu déjà parlé à quelqu'un de ça? Comme un thérapeute? J'ai ri. Avec quel temps ou quel argent? La thérapie est un luxe que je ne peux pas me permettre. Malgré les défis, j'ai excellé académiquement. Mes cours de finance et de commerce semblaient pertinents et pratiques après des années de gestion de mon propre budget limité. Les professeurs ont commencé à remarquer mon éthique de travail et l'un d'eux m'a recommandé pour un stage d'été chez Meridian Financial Services après ma 3e année. Le stage a été un tournant. Pour la première fois, j'ai travaillé dans un environnement professionnel où mes contributions étaient valorisées. Mon superviseur, Michael, semblait impressionné par ma détermination et mes connaissances pratiques. Le stage d'été a rapporté plus que mes postes de serveuse et d'assistante d'enseignement combinés, me permettant de mettre de côté une petite réserve pour ma dernière année. Pendant ces années universitaires, la communication avec mes parents était minimale et tournait presque toujours autour de l'argent. Ils appelaient rarement pour vérifier mon bien-être ou mes progrès académiques. Au lieu de cela, les appels téléphoniques commençaient généralement par une conversation informelle avant de se transformer inévitablement en demande. Emma a besoin de nouvelles chaussures de pointe pour le ballet. Elles coûtent 200 €. Le réfrigérateur est tombé en panne. Il nous faut 400 € pour les réparations. Emma a été acceptée dans un camp de musique d'été spécial. C'est 2000 €. J'envoyais de l'argent quand je le pouvais, me justifiant que c'était pour le bénéfice de ma sœur, plutôt que pour Monismus. Mais chaque demande me laissait me sentir utilisé plutôt qu'aimé. En dernière année, j'ai rencontré Tyler dans mon séminaire de finance avancée. Intelligent, gentil et issu d'une famille aimante, il était tout ce que je n'avais jamais connu. Quand il m'a invité à la maison pour Thanksgiving, j'ai vu pour la première fois à quoi ressemblait une famille de soutien. Ses parents m'ont posé des questions sur mes cours, mes objectifs, mes opinions. Ils semblaient sincèrement intéressés par moi en tant que personne, pas en tant que ressource. « Pourquoi pleures-tu » m'a demandé Tyler quand il m'a trouvé seul dans la chambre d'amis cette nuit-là. « Parce que je ne savais pas que les familles pouvaient être comme la vôtre, ai-je admis. Je ne savais pas que les parents pouvaient aimer leurs enfants sans condition. Ce week-end de Thanksgiving a changé quelque chose de fondamental dans ma façon de voir les relations familiales. J'ai commencé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était ni normal ni sain. Et surtout, j'ai réalisé que je méritais mieux. J'ai obtenu un baccalauréat en finance avec une mineure en administration des affaires. Ma moyenne de 3,7 m'a valu des honneurs universitaires, bien que personne de ma famille n'ait assisté à la cérémonie. Emma voulait venir, mais mes parents ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas se permettre le voyage, même si ce n'était qu'à 3 heures de route de chez eux. Michael, mon superviseur de stage, avait été suffisamment impressionné par mon travail pour m'offrir un poste à temps plein chez Meridian Financial Services à l'obtention de mon diplôme. Le salaire de départ de 50 000 € par an semblait une somme astronomique après des années de débrouille avec des emplois au salaire minimum. Ma première décision majeure a été le logement.
La plupart de mes collègues ont choisi de louer des appartements dans des quartiers branchés, dépensant 30 à 40% de leurs revenus pour le logement. J'ai opté pour un petit studio dans un immeuble plus ancien, à 45 minutes du bureau en transport en commun. Le loyer ne représentait que 20% de mon salaire net, me permettant de me concentrer sur mes prochains objectifs financiers, rembourser mes prêts étudiants et économiser pour une maison. J'ai créé un plan quinquennal détaillé. La première année serait consacrée à la constitution d'un fonds d'urgence et au début du remboursement des prêts étudiants. Les années 2 à 4 accéléreraient le remboursement des prêts tout en constituant un fonds pour un apport. La 5e année serait consacrée à la recherche de logement. Mon style de vie est resté frugal malgré mon salaire professionnel. J'apportais mon déjeuner au travail tous les jours, je faisais mes courses dans des épiceries à prix réduit et je continuais d'utiliser les transports en commun plutôt que d'acheter une voiture. Mes collègues m'invitaient souvent à des happy hours ou à des voyages le week-end que je refusais, sachant que chaque dîner à 60 € ou chaque escapade à 300 € retarderait mes objectifs. Jessica est restée ma plus proche amie, comprenant ma détermination d'une manière que d'autres ne faisaient pas. Elle avait obtenu un poste d'enseignante dans un lycée local et partageait ma valeur de l'indépendance financière. La plupart des gens de notre âge ne pensent pas aux comptes de retraite ou aux taux hypothécaires, a-t-elle ri un soir alors que nous examinions ma feuille de budget autour d'une pizza bon marché dans mon appartement. La plupart des gens de notre âge n'ont pas eu à payer un loyer à leurs parents à 16 ans, ai-je répondu. Ma relation avec Tyler avait évolué de camarade de classe à ami proche, puis à quelque chose de plus compliqué. Il respectait mes objectifs financiers mais avait du mal à comprendre pourquoi je me mettais tant la pression. Tu mérites de profiter de la vie maintenant, pas seulement de te préparer pour un futur qui pourrait ne jamais arriver, argumentait-il lors de nos discussions fréquentes sur mon budget rigide. Je profite de la vie, insistais-je. La sécurité financière vaut plus pour moi que les plaisirs temporaires. Nos perspectives différentes ont finalement conduit à une décision mutuelle de rester amis plutôt que de poursuivre une relation amoureuse. Bien que douloureuse, ce choix m'a permis de maintenir ma concentration sur mes objectifs sans compromis. Au travail, mon dévouement et ma perspicacité financière n'ont pas échappé à l'attention. En 18 mois, j'ai obtenu ma première promotion au poste d'analyste financière avec une augmentation de salaire à 62 000 €. Plutôt que d'élargir mon style de vie, j'ai maintenu mes habitudes frugales et dirigé le revenu supplémentaire vers mes prêts étudiants. À la fin de ma 3e année chez Meridian, j'avais remboursé mes 40 000 € de prêts étudiants, constitué un fonds d'urgence de 12 000 € et commencé à économiser sérieusement pour un apport sur une maison. L'accomplissement semblait monumental, pourtant je n'avais personne avec qui le partager vraiment et qui en comprenait la signification. Pendant tout ce temps, ma relation avec ma famille est restée tendue et unilatérale. Le schéma établi pendant mes études s'est poursuivi, communication rare, sauf lorsque des besoins financiers se présentaient. Emma était maintenant au lycée, excellent en musique et dans ses études. Mes parents parlaient de son potentiel avec la même révérence qu'ils avaient toujours eue, et leurs attentes pour son avenir étaient grandioses. Le professeur de piano d'Emma pense qu'elle pourrait entrer à la Juilliard, a annoncé ma mère lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Bien sûr, le processus de candidature et la préparation de l'audition seront coûteux. La déclaration flottait dans l'air, la demande tacite étant claire. J'avais déjà envoyé 3 000 € cette année pour diverses dépenses liées aux activités d'Emma. Chaque fois, je me disais que c'était pour le bénéfice de ma sœur, pas de mes parents. Mais la ligne devenait de plus en plus floue. Maman, j'ai mes propres objectifs financiers sur lesquels je travaille, ai-je dit prudemment. Je ne peux pas être le fonds universitaire d'Emma. Le silence de l'autre côté était glacial. Je vois que l'avenir de ta sœur ne signifie rien pour toi maintenant que tu as ton emploi chic et ton appartement en ville. Le chantage affectif était familier, mais cette fois, quelque chose en moi a résisté. Ce n'est pas juste. J'ai beaucoup aidé au fil des ans, mais je ne peux pas être censé financer l'éducation d'une autre personne alors que je viens de finir de payer la mienne. La conversation s'est mal terminée, ma mère affirmant que j'avais changé, que j'étais devenu égoïste et froide. Ces accusations faisaient mal, mais j'ai tenu bon à mes limites. 2 semaines plus tard, mon père a appelé avec une approche plus directe. Emma a été acceptée à l'université de Westfield. Les frais de scolarité pour 4 ans sont de 40 000 € par an. Nous devons savoir combien tu peux contribuer. Westfield était une université privée prestigieuse connue pour ses programmes artistiques et ses coûts astronomiques. J'ai été stupéfaite à la fois par l'hypothèse que j'allais contribuer et par le montant en question. Papa,
c'est plus de 160 000 € au total. Je n'ai pas cet argent à donner. Tu gagnes bien ta vie maintenant. Tu pourrais faire un prêt pour aider ta sœur. C'est ce que fait la famille. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. La famille s'entraide quand elle le peut. Personne ne m'a aidé avec mon éducation. C'était différent. Tu as toujours été indépendante. Je n'ai pas eu le choix, ai-je répondu. La conversation s'est dissoute en accusations et en vieille rancune. Mon père a finalement raccroché après m'avoir dit que je brisais le cœur de ma mère par mon égoïsme. Malgré le tribut émotionnel que ces interactions ont eu sur moi, je suis resté attaché à mon plan financier. Lorsqu'Emma elle-même a appelé pour demander le financement de ses études, j'ai adopté une approche différente. Je ne peux pas payer tes frais de scolarité, Emma, mais je peux t'aider à postuler pour des bourses, à rechercher des universités plus abordables et à t'apprendre à gérer l'argent pour que tu puisses être indépendante comme j'ai dû l'être. Sa réponse m'a surprise. Je ne leur ai jamais demandé de te mettre ça dessus, Amélie. Je sais à quel point tu as travaillé dur pour tout ce que tu as. Cette conversation fut le premier lien authentique que j'avais ressenti avec ma sœur depuis des années. Nous avons commencé à parler plus régulièrement, moi servant de caisse de résonance et de conseillère plutôt que de chéquier. Je l'ai aidé à postuler pour des bourses et une aide financière, ce qui a abouti à un programme substantiel d'une université d'État comparable à celle que j'avais fréquentée. Mes parents ont été déçus de son choix, le considérant comme un arrangement pour moins que ce qu'elle méritait. Ils ont continué à me faire pression pour des contributions, que j'ai fournies en plus petite quantité, puis demandé spécifiquement pour les manuels d'Emma ou les fournitures de dortoir. À ma 5e année chez Méridian, maintenant analyste financière principale avec un salaire de 78 000 €, j'avais économisé suffisamment pour un apport de 20% sur une maison modeste. Mes années de sacrifice et de discipline allaient enfin payer sous la forme de la stabilité que j'avais tant désirée depuis l'enfance. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est comment ma famille réagirait à cette étape importante ni comment leur réaction changerait à jamais notre relation. La recherche de logement était à la fois excitante et terrifiante. J'avais des critères précis, une maison petite mais bien entretenue, dans un quartier sûr avec un bon accès au transport en commun, dont le prix était inférieur à 250 000 €. Ma négociatrice immobilière, Nathalie, était patiente pendant que nous visitions des dizaines de propriétés sur 3 mois. La plupart des primo-accédants de votre âge cherchent des appartements ou continuent de louer, a-t-elle commenté lors d'une de nos journées de recherche. Il est impressionnant que vous soyez en position d'acheter une maison directement. J'ai souri, ressentant un rare moment de fierté. Je travaille sur cela depuis mes 16 ans. Enfin, nous avons trouvé un bungalow des années 1920 avec 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine fonctionnelle et une minuscule cour. À 220 000 €, c'était dans mon budget. L'inspection n'a révélé aucun problème majeur, et l'emplacement était parfait, assez proche du travail, mais dans un quartier abordable. Signer les actes de prêt hypothécaire fut surréaliste. Malgré des années de planification pour ce moment, j'avais du mal à croire que cela se produisait. Le responsable du prêt a fait remarquer qu'il était inhabituel de voir une personne de mon âge avec une base financière aussi solide. La plupart des gens de votre âge ont un historique de crédit minimal et des montagnes de dettes étudiantes, a-t-il dit alors que je signais les documents finaux. J'ai remboursé mes prêts étudiants il y a 3 ans, ai-je répondu, incapable de dissimuler ma fierté. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis tenu seul dans le salon vide de ma nouvelle maison, submergé par l'émotion. Cette maison représentait non seulement un investissement financier mais aussi un investissement psychologique. C'était la preuve tangible que j'avais surmonté mon éducation, que je pouvais me fournir ce que mes parents ne m'avaient jamais donné, la sécurité. Jessica et Tyler m'ont aidé à emménager, apportant des cadeaux de pendaison de crémaillère et du champagne pour célébrer. Nous nous sommes assis par terre en mangeant de la pizza car je n'avais pas encore acheté de meubles. À Amélie, a trinqué Jessica en levant sa coupe en plastique, qui a travaillé plus dur que quiconque que je connaisse pour arriver ici. Aux racines, a ajouté Tyler, quelque chose que tu mérites plus que quiconque. Après m'être installé quelques semaines, j'ai décidé qu'il était temps d'inviter ma famille à voir la maison. Malgré notre relation tendue, c'était une étape importante que je voulais partager avec eux. Peut-être, ai-je pensé naïvement, que voir mon succès les rendrait fiers. Ils sont arrivés un samedi après-midi, mon père examinant de manière critique l'extérieur en montant l'allée vers la porte d'entrée. Elle est petite, fut son premier commentaire en entrant. La taille parfaite pour moi, ai-je répondu,
essayant de garder un ton positif. Ma mère a parcouru les pièces avec une expression de léger dégoût, touchant les surfaces et cherchant des défauts. Ce quartier n'est pas très chic, n'est-ce pas? Il est sûr et pratique pour mon bureau, ai-je expliqué. Emma, maintenant dans sa 2e année d'université, semblait sincèrement heureuse pour moi. Je trouve ça génial, Amélie. Tu as tellement travaillé dur pour ça. J'avais préparé le déjeuner, espérant créer une atmosphère agréable pour ce que j'espérais être un nouveau chapitre dans notre dynamique familiale. Alors que nous étions assis à ma nouvelle table de salle à manger, la conversation est restée initialement superficielle, axée sur les commodités du quartier et les temps de trajet. Puis ma mère a posé sa fourchette et s'est éclairci la gorge. Emma a des nouvelles à partager. Emma a baissé les yeux sur son assiette, visiblement mal à l'aise. Je devrais peut-être faire une pause dans mes études le semestre prochain. Quoi? Pourquoi, ai-je demandé, inquiète. La bourse que j'avais cette année n'a pas été renouvelée, a-t-elle expliqué calmement. Et ma demande de prêt étudiant a été refusée à cause du score de crédit de papa. Nous avons eu quelques revers financiers, a dit mon père défensivement. Des factures médicales, des réparations de voitures. Tu sais comment c'est. Alors, quel est le plan, ai-je demandé, sentant déjà où cette conversation allait mener. Eh bien, a commencé ma mère, son ton changeant pour celui que je connaissais trop bien. Nous pensions, étant donné votre nouvel achat, que vous deviez être dans une position financière très confortable. Vous venez d'acheter une maison. Je ne suis pas exactement riche en ce moment, mais vous devez sûrement avoir des économies restantes. Ou vous pourriez contracter un prêt sur valeur domiciliaire, a suggéré mon père. Emma a besoin d'environ 20 000 € pour cette année. J'ai regardé mes parents avec incrédulité. J'ai utilisé toutes mes économies pour l'apport et je ne vais pas emprunter sur ma maison que je viens d'acheter. Alors, tu vas simplement laisser ta sœur abandonner l'université, a demandé ma mère, la voix montant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. L'absurdité de sa déclaration m'a laissé momentanément sans voix. Qu'avez-vous fait pour moi exactement? Je travaille et je subviens à mes besoins depuis mes 16 ans. J'ai payé ma propre éducation. J'ai acheté cette maison entièrement seul. Nous t'avons élevé, a dit mon père indignement. Nous t'avons mis un toit au-dessus de la tête. Un toit pour lequel j'ai payé un loyer adolescente, ai-je rétorqué. La dispute s'est rapidement intensifiée. Mes parents m'ont accusé d'être égoïste, d'oublier d'où je venais, d'abandonner la famille dans son heure de besoin. J'ai souligné les années de soutien financier que j'avais déjà fournies, le manque de soutien que j'avais reçu, et l'injustice de s'attendre à ce que je m'engage mon avenir pour Emma. Tu as toujours été jalouse de l'attention qu'Emma recevait, a déclaré ma mère. C'est ta façon de la punir d'être plus talentueuse. Cela n'a rien à voir avec Emma, ai-je insisté. Il s'agit de limites et d'attentes raisonnables. Emma, qui était restée silencieuse pendant toute la dispute, a finalement pris la parole. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Je vais trouver une solution. Je peux prendre un semestre de congé et travailler à temps plein pour économiser de l'argent. Absolument pas, a répliqué ma mère. Tu ne vas pas jeter ton avenir parce que ta sœur est trop égoïste pour aider. Je me suis tourné directement vers Emma. Je peux t'aider à chercher des options de bourse supplémentaires ou peut-être des programmes d'études-travail. Il existe des alternatives à l'abandon ou à l'endettement massif. La seule alternative est que tu interviennes et que tu fasses ce qui est juste, a insisté mon père. La famille s'occupe de la famille. Je m'occupe de cette famille financièrement depuis que je suis adolescente, ai-je dit, ma patience finalement épuisée. J'en ai fini d'être votre distributeur automatique. Mon père s'est levé brusquement. Si c'est ainsi que tu te sens, alors nous devrons peut-être reconsidérer ce que signifie la famille. Tu as clairement les ressources pour aider, mais tu choisis de ne pas le faire. Cette maison devrait t'aider à sécuriser l'avenir d'Emma, pas servir de monument à ton égoïsme, a déclaré ma mère. Alors qu'il s'apprêtait à partir, mon père a lancé une dernière flèche qui s'est avérée prophétique. Ce n'est pas fini, Amélie. Si tu ne fais pas ce qu'il faut volontairement, il existe d'autres moyens de garantir que les obligations familiales soient respectées. J'ai supposé que c'était une menace vide, le genre de déclaration dramatique que mes parents faisaient souvent pendant les disputes. Je me suis trompé. 3 semaines après cette visite familiale désastreuse, j'ai reçu une enveloppe du tribunal du comté.
À l'intérieur se trouvait une citation m'informant que j'étais poursuivi en justice par John et Karen Collins, mes parents, pour 70% de la valeur de ma maison, soit environ 154 000 €. La plainte légale alléguait que j'avais une obligation morale et implicite de soutenir l'éducation de ma sœur et que mon achat d'une maison constituait plutôt un abandon financier et un vol de ressources familiales. Le document utilisait en fait l'expression « voler l'avenir de sa sœur » pour décrire l'achat de ma maison. Je me suis assise par terre dans mon salon, les papiers éparpillés autour de moi, incapable de traiter ce que je lisais. Cela ne pouvait pas être réel. Les parents ne poursuivent pas leurs enfants en justice pour de l'argent. Ils ne traînent pas les disputes familiales devant les tribunaux. Pourtant, le sceau officiel et le numéro de dossier confirmaient que ce n'était ni une blague ni une menace vide. Mes mains tremblaient alors que je composais le numéro de mes parents, m'attendant, espérant, que ce soit une tactique d'intimidation élaborée que nous pourrions encore résoudre. Mon père a répondu à la 4e sonnerie. « Oui, papa, je viens de recevoir des papiers du tribunal. » « Est-ce que maman et toi me poursuivez vraiment en justice ? » « Nous cherchons simplement ce qui est juste, » a-t-il répondu, son ton étrangement calme. « Tu refuses d'aider ta sœur volontairement, alors nous poursuivons par des moyens légaux. » C'est de la folie. Tu ne peux pas penser qu'un tribunal m'obligera à te donner l'argent de ma maison. Notre avocat pense que nous avons un cas basé sur l'obligation familiale et le contrat implicite. Tu as bénéficié des ressources familiales en grandissant. Maintenant, tu dois un retour sur cet investissement. La conversation est devenue de plus en plus surréaliste alors que mon père décrivait leur position comme si c'était tout à fait raisonnable de poursuivre son propre enfant en justice. « Papa, s'il te plaît, cela détruira toute relation que nous avons encore, » ai-je plaidé. « C'est ton choix, Amélie. Fais ce qu'il faut et nous pourrons mettre cela derrière nous. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait pendant près d'1 heure avant d'appeler finalement Jessica. Elle est arrivée chez moi 30 minutes plus tard avec du vin et une détermination à aider. « Cela ne peut pas être légal », a-t-elle insisté en lisant les documents. « Ils ne peuvent pas simplement revendiquer un droit sur ta maison parce qu'ils veulent l'argent. » Le lendemain matin, j'ai appelé pour me déclarer malade au travail pour la première fois de ma carrière et j'ai commencé à chercher un avocat. Vers midi, j'avais rendez-vous avec Linda Cohen, avocate spécialisée en droit de la famille. Le bureau de Linda était chaleureux et invitant, contrastant fortement avec la froide réalité de ma situation. Après avoir examiné les documents, elle m'a regardé avec un mélange de sympathie et d'évaluation professionnelle. J'ai vu des litiges familiaux très houleux au cours de mes 20 années de pratique, mais des parents poursuivant un enfant pour l'achat de sa propre maison est certainement unique, a-t-elle dit. La bonne nouvelle, c'est que leur dossier n'a pratiquement aucun fondement juridique. Elle a expliqué que je ne pouvais pas légalement leur prendre 70% de ma maison. Il n'y a aucun principe juridique qui accorderait aux parents les actifs de leur enfant adulte basé sur une obligation implicite envers un frère ou une sœur, a-t-elle expliqué. Le problème est que se défendre coûtera toujours de l'argent et de l'énergie émotionnelle. Nous avons discuté de la stratégie, des documents que je devais rassembler et du calendrier pour répondre au procès. Linda m'a conseillé de compiler des preuves de mon indépendance financière, y compris des déclarations de revenus montrant que je n'avais pas été déclaré comme personne à charge depuis l'âge de 18 ans, la preuve du financement de ma propre éducation et des relevés bancaires montrant l'assistance financière substantielle que j'avais déjà fournie à ma famille au fil des ans. Leur cas repose sur l'idée que tu leur dois quelque chose. Nous devons clairement démontrer que, s'il y a quoi que ce soit, le solde est incliné dans l'autre sens, a-t-elle expliqué. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de préparatifs juridiques, d'anxiété et de sommeil perturbé. Mes performances au travail ont souffert alors que je luttais pour me concentrer. Heureusement, mon superviseur, Michael, était devenu une sorte de mentor au fil des ans et avait remarqué ma distraction. Lorsque j'ai finalement expliqué la situation, sa réaction a validé ce que j'avais commencé à comprendre. « Amélie, ce que tes parents font n'est pas normal. C'est de l'exploitation et des abus. » Entendre une personne en position d'autorité nommer la dynamique si clairement était à la fois douloureux et libérateur. J'avais passé tant d'années à normaliser le comportement de ma famille, à trouver des excuses et à accepter le blâme. Maintenant, des personnes extérieures confirmaient ce que j'avais seulement commencé à reconnaître, ma relation avec mes parents était fondamentalement malsaine. Le soutien est venu de sources inattendues. Des collègues ont offert des encouragements et une aide pratique. Mes voisins, ayant entendu des bribes de la situation, ont apporté des repas lors de journées particulièrement stressantes de préparatifs juridiques.
Même Tyler, malgré notre histoire compliquée, est devenu une présence constante, m'aidant à organiser des dossiers financiers et me fournissant un soutien émotionnel. Jessica a suggéré que je cherche un thérapeute pour m'aider à traiter l'impact émotionnel du procès. C'est un traumatisme, Amélie. Tu as besoin d'un soutien professionnel pour y faire face. J'ai trouvé le docteur Russell, un thérapeute spécialisé dans l'aliénation familiale et l'abus financier, qui offrait des tarifs dégressifs. Nos séances m'ont aidé à reconnaître les schémas de manipulation et à commencer à démêler la culpabilité qui m'avait été inculquée depuis l'enfance. Tes parents ont créé un récit où ton rôle était de pourvoir, pas d'être pourvu, a expliqué le docteur Russell lors d'une séance. Les enfants ne sont pas censés être des actifs financiers pour leurs parents. Cela inverse l'ordre naturel de l'épanouissement. Alors que la date du procès approchait, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu d'Emma. Nous n'avions pas parlé depuis le déjeuner désastreux chez moi. Amélie, je viens de découvrir le procès, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je n'avais aucune idée qu'ils faisaient ça. Je ne leur ai jamais demandé de te poursuivre. Tu ne savais pas, ai-je demandé, surprise. Non, je ne voudrais jamais ça. Je suis tellement désolé qu'ils te fassent passer par là. Son appel a renforcé ce que Linda avait conseillé, séparer mes sentiments envers Emma de mes sentiments envers mes parents. Emma était autant victime de leurs attentes dysfonctionnelles que moi, juste d'une manière différente. Le procès a accaparé mes pensées et envahi mes rêves. J'ai fait des cauchemars où je devenais sans-abri, où les juges m'ordonnaient de rendre mes clés de maison. Pendant mes heures de veille, je vérifiais obsessionnellement mes comptes bancaires et calculais comment je survivrais si l'impossible se produisait et que je perdais le procès. Linda me rassurait à plusieurs reprises sur le fait qu'un tel dénouement était extrêmement improbable. La loi ne fonctionne tout simplement pas comme vos parents le pensent, a-t-elle expliqué. Les parents ne peuvent pas forcer leurs enfants adultes à payer l'éducation de leurs frères et sœurs, peu importe à quel point ils pensent que c'est moralement juste. Pourtant, la simple existence du procès ressemblait à une violation profonde. La maison qui aurait dû représenter la sécurité et l'accomplissement était devenue une source d'anxiété et de conflit. Les parents qui auraient dû célébrer mon étape tentaient de me la prendre. Alors que nous nous préparions pour le tribunal, Linda m'a aidé à rassembler des preuves de mes contributions financières déjà apportées à ma famille. Les relevés bancaires montraient des transferts totalisant plus de 15 000 € au cours de la dernière décennie. Emma a fourni une déclaration écrite confirmant qu'elle n'avait pas demandé ni attendu mon soutien financier pour ses études. Nous avons un dossier solide, tant sur le plan factuel que juridique, m'a assuré Linda la nuit avant notre date de procès. Essayez de vous reposer. Le repos, cependant, s'est avéré insaisissable alors que je réfléchissais à la confrontation avec mes parents dans une salle d'audience, notre dysfonctionnement familial privé étalé publiquement, notre relation brisée formalisée dans les dossiers du tribunal. La rupture finale du peu de connexion qui restait semblait à la fois inévitable et dévastatrice. Le palais de justice du comté était un imposant bâtiment de pierre qui semblait conçu pour intimider. Je suis arrivé tôt avec Linda, vêtue d'un tailleur bleu marine conservateur qui, je l'espérais, projetait une confiance que je ne ressentais pas. Nous nous sommes installés à la table de la défense, disposant notre documentation dans des dossiers soignés. Souviens-toi, ne parle que lorsque le juge t'interpelle, m'a rappelé Linda. Laisse-moi gérer les arguments. Si tu dois répondre à quelque chose, écris-le et passe-le-moi. Mes parents sont arrivés avec leur avocat, un homme mince aux lunettes à monture métallique et au froncement de sourcils perpétuel. Ils ne m'ont pas reconnu lorsqu'ils se sont installés à la table des plaignants. Ma mère regardait droit devant elle tandis que mon père chuchotait à leur avocat. La proximité physique mais la distance émotionnelle créait une atmosphère surréaliste. Le juge Harriet Wilson est entrée dans la salle d'audience, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et à l'expression qui suggérait qu'elle avait tout vu au cours de ces années sur le banc. Après les présentations préliminaires, elle a examiné le dossier de l'affaire avec un sourcil froncé. Je siège sur ce banc depuis 17 ans, a-t-elle commencé, regardant par-dessus ses lunettes de lecture les deux parties, et je dois dire que c'est l'un des litiges familiaux les plus inhabituels que j'ai rencontrés. Monsieur et Madame Collins, vous poursuivez votre fille pour 70% de la valeur de sa maison pour payer l'éducation de votre fille cadette. Est-ce exact? L'avocat de mes parents s'est levé. Oui, votre honneur. Mes clients pensent que leur fille aînée a une obligation morale de soutenir l'éducation de sa sœur, compte tenu notamment des contributions financières de la famille à son éducation. L'expression du juge Wilson est restée neutre,
mais son ton s'est durci. Les obligations morales et les obligations légales ne sont pas toujours la même chose. Maître, veuillez expliquer la base juridique de votre demande. Ce qui a suivi fut un argument tortueux sur les contrats familiaux implicites et le soutien conditionnel durant la minorité. L'avocat a affirmé qu'en acceptant le soutien parental enfant, j'avais implicitement accepté une obligation réciproque de soutenir ma sœur. Linda a pris des notes calmement à mes côtés, me serrant occasionnellement le bras de manière rassurante lorsque des allégations particulièrement scandaleuses étaient faites. Quand ce fut son tour de parler, elle se leva avec une confiance calme. Votre honneur, ce dossier n'a aucune base en droit de la famille ou en droit des contrats. Miss Collins était une enfant mineure sous la garde de ses parents, ce qui est une obligation légale que les parents assument volontairement lorsqu'ils ont des enfants. Les enfants ne contractent pas pour recevoir les nécessités de base de leurs parents. Elle a méthodiquement démantelé chaque argument, présentant des preuves de mon indépendance financière depuis l'âge de 16 ans, y compris des déclarations de revenus montrant que je n'avais pas été déclaré à charge depuis le lycée, la preuve du financement de ma propre éducation et des relevés bancaires montrant l'aide financière substantielle que j'avais déjà fournie à ma famille au fil des ans. Loin de prendre à la famille, Miss Collins a contribué plus de 15 000 € à ses parents et à sa sœur depuis l'âge de 18 ans de l'argent qu'elle n'avait aucune obligation légale de fournir, a expliqué Linda, soumettant les relevés bancaires comme preuve. Le juge a examiné les documents avec intérêt. Monsieur et Madame Collins, étiez-vous au courant de ces contributions financières de votre fille? Mon père s'est tortillé mal à l'aise. C'était des cadeaux, sans rapport avec cette affaire. 15 000 € en cadeaux semble assez généreux de la part de quelqu'un que vous décrivez comme égoïste et réticente à soutenir sa famille, a observé le juge Wilson. Ma mère a parlé pour la première fois. Cet argent n'était rien comparé à ce dont Emma a besoin pour ses études. Amélie a un bon emploi et vient d'acheter une maison. Elle a clairement des ressources qu'elle retient. Le juge s'est tourné directement vers moi. Miss Collins, quelle est votre situation financière actuelle après l'achat de votre maison? Avec un signe d'approbation de Linda, j'ai expliqué mon budget méticuleux, les années d'épargne pour l'apport, et mes obligations hypothécaires actuelles. Je ne suis pas riche, votre honneur. J'ai travaillé à plusieurs emplois pendant mes études, j'ai remboursé mes prêts étudiants grâce à une budgétisation stricte, et j'ai économisé pendant des années pour m'offrir une maison modeste. Je ne peux tout simplement pas me permettre de payer l'éducation d'une autre personne sans compromettre ma propre sécurité financière. Le juge Wilson a hoché la tête pensivement avant de se retourner vers mes parents. Monsieur et Madame Collins, quelle planification financière avez-vous faite pour l'éducation de votre fille cadette? Mes parents ont échangé des regards mal à l'aise. Nous nous attendions à ce que les bourses couvrent la plupart des frais, a finalement admis mon père. Emma est très talentueuse. Et n'avez-vous pas fait la même attente pour l'éducation de votre fille aînée, a pressé le juge. Amélie a toujours été indépendante, a dit ma mère avec dédain. Elle s'est débrouillée toute seule. Parce que je n'ai pas eu le choix, ai-je interrompu immédiatement, regrettant d'avoir rompu le protocole. Le juge m'a jeté un regard mesuré, mais ne m'a pas réprimandé. Au lieu de cela, elle a adressé sa prochaine question à mes parents. Avez-vous contribué financièrement à l'éducation universitaire de Miss Collins? Nous ne pouvions pas nous le permettre à l'époque, a répondu mon père. Pourtant, vous vous attendiez à ce qu'elle finance l'éducation de sa sœur maintenant. Le ton du juge Wilson rendait clair sa scepticisme. Les débats se sont poursuivis avec des témoignages sur la dynamique familiale et les attentes financières. L'avocat de mes parents a essayé de présenter la situation comme un simple litige familial où le tribunal devrait faire respecter l'équité entre frères et sœurs. Linda a répliqué en soulignant l'autonomie juridique des enfants adultes et l'absence de toute obligation contractuelle. Alors que les arguments se terminaient, la porte de la salle d'audience s'est ouverte doucement, et Emma s'est glissée à l'intérieur, prenant place au dernier rang. Nos regards se sont brièvement croisés, et j'ai vu un mélange d'embarras et de détermination dans son expression. Après un dernier tour de déclaration, le juge Wilson a appelé une pause de 15 minutes pour examiner toutes les preuves avant de rendre sa décision. Alors que nous attendions, Emma s'est approchée de notre table avec hésitation. « Puis-je parler au juge ?» a-t-elle demandé. Linda a interrogé prudemment sur le fait que je n'avais jamais demandé tout cela et que je ne voulais pas qu'Amélie paie pour mon éducation de cette façon. Linda a expliqué que le juge pourrait ou non autoriser un témoignage supplémentaire à ce stade, mais a conseillé à Emma de rester à proximité au cas où une opportunité se présenterait. Quand le juge Wilson est revenu, elle a surpris tout le monde en appelant Emma en avant. « Je comprends que vous êtes Emma Collins,
la sœur cadette dont l'éducation est au centre de ce litige. Souhaitez-vous faire une déclaration au tribunal? Emma s'est levée nerveusement au centre de la salle d'audience. Oui, votre honneur. Je tiens à préciser que je n'ai jamais demandé à mes parents de poursuivre ma sœur en justice. Je n'ai découvert ce procès que récemment. Je ne voudrais jamais qu'Amélie soit forcée de payer mon éducation, surtout pas en renonçant à sa maison qu'elle a travaillé si dur pour acheter. Ma mère a émis un petit bruit de protestation, que le juge a réduit au silence d'un regard sévère. Emma a continué, gagnant en confiance. Amélie m'a toujours aidé quand elle le pouvait. Elle m'a aidé à postuler pour des bourses et une aide financière. Elle m'a appris à budgétiser et à gérer l'argent, des compétences que nos parents ne nous ont jamais enseignées. J'ai des options pour continuer mes études sans rien prendre à ma sœur. Le juge Wilson a remercié Emma pour sa déclaration, puis a rendu sa décision. Ayant examiné toutes les preuves et témoignages dans cette affaire, je trouve la demande du plaignant entièrement dénuée de fondement. Il n'y a aucune base légale pour forcer un enfant adulte à financer l'éducation d'un frère ou d'une sœur, quelle que soit l'obligation morale perçue. De plus, les preuves montrent clairement que Miss Clive Amélie Collins a déjà apporté un soutien financier substantiel à sa famille au fil des ans, bien au-delà de toute attente raisonnable. Elle a continué, s'adressant directement à mes parents. Monsieur et Madame Collins, le tribunal est troublé par votre traitement manifestement différent de vos filles. Vous semblez avoir attendu l'indépendance financière de l'une tout en assumant un soutien continu pour l'autre. Ce n'est pas une affaire de recours juridique, mais plutôt de conseil familial. Le juge a rejeté l'affaire et, dans un dernier mouvement inattendu, a ordonné à mes parents de payer mes frais juridiques, déclarant que leur procès était frivole et potentiellement vexatoire. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, je suis restée assise, submergée par la finalité de ce qui venait de se produire. La bataille juridique était terminée, mais les dommages émotionnels semblaient irréparables. Mes parents sont partis sans me parler, leur dos rigide et leur démarche précipitée traduisant leur colère face à l'issue. Emma s'est approchée timidement. Amélie, je suis tellement désolée pour tout ça. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je assuré. Pouvons-nous parler? Peut-être prendre un café ou quelque chose comme ça? J'ai hoché la tête, ne me sentant pas capable de parler davantage. Quoi qu'il advienne ensuite dans nos relations familiales, rien ne serait jamais plus pareil. Le procès avait forcé une confrontation avec des décennies de dysfonctionnement qui ne pouvaient plus être ignorées ou excusées. Alors que Linda rassemblait nos affaires, elle a offert une douce observation. L'aliénation familiale est douloureuse, Amélie, mais parfois elle est nécessaire pour que la guérison commence. Tu as légalement établi ton droit à des limites. Maintenant, tu peux commencer le processus de limites émotionnelles également. En sortant du palais de justice, j'ai ressenti un mélange complexe de vindication, de deuil et, étonnamment, d'espoir. Pour la première fois de ma vie, je m'étais défendu publiquement contre les attentes et les exigences de mes parents. Bien que la victoire ait semblé creuse, compte tenu des circonstances, elle représentait une première étape cruciale vers un avenir plus sain. Les jours qui ont suivi l'audience se sont déroulés dans un brouillard d'émotions contradictoires. Le soulagement que la menace juridique pesant sur ma maison ait disparu, mélangé à une profonde tristesse quant à l'état de mes relations familiales. J'ai pris une semaine de congé pour digérer ce qui s'était passé, passant des journées calmes dans la maison qui était devenue à la fois mon refuge et mon champ de bataille. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents, et je ne m'attendais pas non plus à en avoir. Le tribunal avait rendu explicite ce qui était implicite depuis des années, notre relation était fondamentalement brisée, basée sur l'obligation plutôt que sur l'amour, l'attente plutôt que l'acceptation. Le procès n'avait pas créé ce dysfonctionnement, mais l'avait simplement exposé sous la lumière la plus crue. Linda avait recommandé de poursuivre la thérapie, un conseil que j'ai pris au sérieux. Le docteur Russell m'a aidé à comprendre que le deuil d'une relation qui n'a jamais existé est toujours un deuil valide. Tu pleures les parents que tu méritais, mais que tu n'as jamais eus, m'a-t-elle expliqué lors d'une séance. Cette perte est réelle. Même si la relation elle-même était malsaine, nous avons travaillé à établir ce qu'elle appelait des limites internes, le pendant émotionnel des limites légales que le tribunal avait affirmées. J'ai appris à reconnaître et à remettre en question la voix de la culpabilité qui m'avait été inculquée depuis l'enfance, la croyance que j'étais égoïste pour avoir mes propres besoins et désirs. 2 semaines après l'affaire judiciaire, Emma et moi nous sommes rencontrés pour un café dans un lieu neutre. La conversation était maladroite au début, des années de dynamique familiale avaient créé une barrière invisible entre nous.
J'ai quitté la maison de maman et papa, a-t-elle dit après avoir épuisé les petites conversations préliminaires. Je reste chez mon amie Sophia jusqu'à ce que je trouve une solution. Es-tu toujours à l'université, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. J'ai réduit ma charge de cours et j'ai trouvé un emploi à la librairie du campus. Il me faudra plus de temps pour obtenir mon diplôme, mais j'y arriverai un jour. J'ai aussi postulé pour des bourses supplémentaires comme tu me l'as suggéré. Je suis fier de toi, Emma, ai-je dit, le pensant sincèrement. Prendre le contrôle de ton propre chemin n'est pas facile. J'ai eu un bon exemple, a-t-elle répondu, croisant mon regard directement. J'ai toujours admiré à quel point tu étais indépendante, même si je n'ai compris que récemment que ce n'était pas par choix. Cette conversation a marqué le début d'une nouvelle relation entre nous, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dynamique compétitive que nos parents avaient favorisée. Emma a commencé à partager ses luttes et ses triomphes avec moi en tant que père plutôt qu'en tant qu'enfant favorite cherchant des dons. Au fil des mois, j'ai lentement reconstruit ma vie autour de la vérité plutôt que de la mythologie familiale. Ma maison, désormais libérée de la menace juridique, est devenue un véritable havre de paix. J'ai peint des murs, planté un petit jardin et progressivement meublé des pièces avec des objets qui me procuraient de la joie. Chaque amélioration semblait une affirmation de mon droit à créer ma propre sécurité. Le travail m'a apporté une autre source de stabilité. Michael, comprenant la crise personnelle que j'avais traversée, m'a offert des responsabilités supplémentaires qui ont conduit à une autre promotion. Le revenu accru m'a permis de commencer un modeste portefeuille d'investissement, faisant avancer mon objectif de sécurité financière à long terme. Jessica est restée une amie fidèle, célébrant les petites victoires et offrant une perspective lors des moments de doute. Tu sais ce qui m'étonne le plus chez toi, a-t-elle dit lors d'un samedi passé à m'aider à installer des étagères de cuisine. Ta capacité à te réjouir malgré tout. Tu n'es jamais devenue amère. Son observation m'a surprise car je n'avais pas reconnu cette qualité en moi-même. Mais elle avait raison. Malgré le dysfonctionnement familial, je n'avais pas permis qu'il définisse ma vision du monde entière. Je trouvais encore du plaisir dans les petites choses, je croyais encore à la possibilité de relations saines. Inspiré par mon propre parcours, j'ai lancé un blog sur l'indépendance financière pour les jeunes adultes issus de milieux familiaux difficiles. La réponse a été écrasante, avec des centaines de commentaires de personnes partageant des expériences similaires. Ce qui a commencé comme un exutoire personnel a évolué en une communauté de soutien en ligne avec des chats vidéo réguliers et un partage de ressources. Par le biais de cette plateforme, j'ai été en contact avec d'autres personnes qui comprenaient les défis particuliers de la construction de la stabilité sans soutien familial. Nous avons discuté de questions pratiques comme la constitution du crédit et des fonds d'urgence, mais aussi de problèmes émotionnels comme la définition des limites et la gestion de la culpabilité. La communauté est devenue une source inattendue de guérison, un rappel que l'expérience partagée diminue l'isolement. 6 mois après l'affaire judiciaire, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma mère. L'enveloppe est restée non ouverte sur mon comptoir pendant 3 jours avant que je ne trouve le courage de la lire. Amélie, commençait-elle, ces derniers mois m'ont donné le temps de réfléchir à notre relation et à mon rôle de mère. Bien que je pense toujours que les familles devraient se soutenir mutuellement, je reconnais maintenant que nous vous avons imposé des fardeaux injustes dès votre plus jeune âge. Cette prise de conscience a été douloureuse à reconnaître. La lettre continuait avec une tentative maladroite mais apparemment sincère d'excuses, s'arrêtant avant de prendre la pleine responsabilité, mais reconnaissant que des erreurs avaient été commises. Elle demandait une réunion pour recommencer à guérir notre famille, une phrase qui déclenchait simultanément espoir et scepticisme. Après avoir discuté de la lettre avec le docteur Russell, j'ai accepté de rencontrer ma mère dans un café près de mon bureau, un lieu public où je pouvais partir si nécessaire. La réunion fut tendue et inconfortable, avec de longs silences et des choix de mots prudents. Ton père pense toujours que nous avions raison, a-t-elle admis vers la fin de notre conversation. Mais tu me manques dans ma vie. Je ne peux pas revenir à l'ancienne dynamique, lui ai-je dit fermement. Toute relation que nous aurons à l'avenir devra être basée sur le respect mutuel, pas sur l'obligation. Elle a hoché lentement la tête. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, mais j'aimerais essayer. Cette reconnexion hésitante n'était ni une réconciliation de conte de fées ni un échec complet. Au cours des mois suivants, ma mère et moi avons établi une relation prudente et limitée. Nous nous rencontrions occasionnellement pour des cafés et des conversations axées sur des sujets neutres. Mon père est resté distant,
peu disposé ou incapable de reconnaître les dommages causés, bien qu'il ait cessé tout comportement activement hostile. 1 an après avoir acheté ma maison, j'ai organisé une petite fête d'anniversaire. Emma est venue, apportant son nouveau petit ami et un gâteau fait maison. Jessica et Tyler sont venus avec des collègues qui m'avaient soutenu pendant le procès. Ma mère a décliné l'invitation avec une note polie, comprenant peut-être qu'une réconciliation familiale complète, si elle devait jamais avoir lieu, était encore loin dans l'avenir. En regardant les gens qui avaient choisi d'être dans ma vie, qui m'estimaient pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir, j'ai reconnu le profond changement dans ma compréhension de la famille. La famille n'était pas simplement une connexion biologique ou une obligation, mais une communauté bâtie sur le soutien mutuel et le souci authentique. La maison qui était devenue un point de discorde était maintenant indéniablement la mienne, non seulement légalement, mais aussi émotionnellement. Chaque paiement hypothécaire semblait une affirmation, chaque amélioration de la maison une déclaration de mon droit à créer ma propre sécurité. La leçon la plus précieuse de ce douloureux voyage a été de comprendre la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Pendant des années, j'ai porté la culpabilité de ne pas répondre aux attentes de mes parents, de prioriser mes besoins, de fixer des limites. La thérapie et l'expérience m'avaient appris que la responsabilité envers soi-même n'est pas de l'égoïsme, mais de la préservation de soi, que les limites ne sont pas des murs, mais des définitions saines de là où une personne commence et où une autre commence. J'avais encore des moments de doute et de tristesse, des jours où je pleurais les relations familiales que je n'aurais jamais. Mais ces épisodes sont devenus moins fréquents et moins intenses à mesure que je construisais une vie alignée sur mes propres valeurs plutôt que sur des attentes imposées. Alors que je me tiens dans ma cuisine aujourd'hui, me préparant pour une autre journée dans la maison que j'ai combattue pour protéger, je réalise que la vraie liberté vient non pas de la validation externe, mais de la conviction interne. Mes parents ne comprendront peut-être jamais pleinement ni n'accepteront mes choix, mais leur compréhension n'est plus nécessaire à ma paix. Cette maison est plus que des poutres en bois et des paiements hypothécaires. Elle représente mon droit de définir mon propre chemin, d'établir des limites saines et de créer la sécurité selon mes propres termes. Le voyage ici a été plus long et plus difficile qu'il n'aurait dû l'être, mais cela ne rend l'accomplissement que plus significatif. Que feriez-vous si vous étiez confronté à un choix entre les attentes familiales et votre propre bien-être? Avez-vous jamais eu à fixer des limites difficiles avec vos proches? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que se défendre n'est pas égoïste, mais nécessaire. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, la famille que vous choisissez peut être aussi significative que la famille dans laquelle vous êtes né.